Et c'est une série d'épisodes spéciaux enregistrés depuis le Moving On Summit, le sommet mondial de la mobilité durable, un événement en direct sur 3 continents, 3 villes, Montréal, Singapour et Paris. Dans ce nouvel épisode des Mobility Stories, on va parler récup, mais pas celle qu'on imagine, faite de briques et de broc, de système D, celle qu'on peut faire chez soi, non. Nous allons vous montrer que dans de plus en plus d'entreprises, une petite révolution est en cours. Réduire, recycler, réparer, réutiliser, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. De la récup c'en est, évidemment, mais elle est pensée à grande échelle, imaginée avec efficience, organisée par des ingénieurs et orchestrée notamment par le digital, et tous les secteurs sont concernés. Il s'agit pour les entreprises de réconcilier à la fois performance économique et respect de l'environnement. Du coup, au sein de l'écosystème Moving On qui offre pour une mobilité plus durable et en partenariat avec l'Express, on s'est demandé ce qu'il en était de l'économie circulaire aujourd'hui pour le secteur du transport et de la mobilité. Est-ce que c'est une nouvelle norme? Est-ce que c'est une tendance passagère, une utopie? Qu'en est-il vraiment, notamment pour les constructeurs automobiles? On vous dit tout dans cet épisode. Je suis Antoine Perrin. Vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Moving On. Et pour en parler, autour de la table, Jean-Philippe Hermine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la stratégie environnement de Renault Group. Nicolas Michaud, bonjour. Bonjour. Donc, directeur de l'innovation activité siège de l'équipementier Forcia. Et puis Thomas Ruodel, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes responsable des activités développement durable chez Accenture pour la France, Accenture étant un cabinet de conseil. Alors première question toute simple, est-ce que quelqu'un ici autour de la table peut me rappeler ce que c'est que l'économie circulaire? Thomas Ruodel. Si on la compare à l'économie linéaire qu'on a vu depuis les RPR industriels, en fait l'économie linéaire c'est extraire, utiliser, jeter. L'économie circulaire consiste durant tout le cycle de vie du produit, depuis l'extraction de la matière, la conception du produit, la fabrication du produit, son usage et sa fin de vie, à réintroduire des boucles de rappel de la matière, des boucles d'usage prolongé du produit, et ainsi d'inscrire, je dirais, le flux de la vie du véhicule, en l'occurrence, dans une composante plus circulaire. Est-ce que c'est nouveau ce concept? Il date de quand? Jean-Philippe Hermine. Le concept, il a une dizaine d'années. Il a été développé et vulgarisé par la Fondation Ellen MacArthur, dont Renault a été un des membres fondateurs. Et maintenant, je pense qu'il fait consensus réellement comme étant un des leviers d'évolution de l'économie, absolument nécessaire pour les enjeux de la ressource, ça a été expliqué. C'est un enjeu aussi très important pour la décarbonation de l'industrie, en particulier de la mobilité. Et donc c'est devenu maintenant quelque chose que toutes les entreprises considèrent maintenant comme vraiment un besoin pour sécuriser les approvisionnements, pour créer et générer de la valeur pour les clients, pour décarboner donc, les activités. On expliquera ça, je pense, en détail. On parle évidemment d'économie circulaire dans le secteur de la mobilité. Vous, ça date depuis combien de temps? On dit que le concept existe depuis 10 ans, mais vraiment les entreprises s'en saisissent depuis combien de temps? Depuis quand? Alors je pense que pour Renault, on s'en est saisi il y a 10 ans, puisqu'on était un peu à l'origine de la création de cette fondation avec Ellen MacArthur. Et en même temps, on a créé une filiale dédiée qui s'appelle Renault Environnement et qui gère des sociétés de recyclage de véhicules, de batteries, de matériaux, qui organisent ces boucles matières. Et aujourd'hui, ça représente un système industriel qui est relativement unique dans l'industrie et dans l'industrie automobile. C'est à peu près 500 millions de chiffres d'affaires. C'est donc absolument industriel et conséquent. C'est un élément de notre compétitivité au jour le jour. Nicolas Michaud, chez Forcia, idem, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps chez vous? Oui, tout à fait. C'est engagé depuis longtemps. On a déjà des activités dans le domaine. Si on prend nos collègues de Forcia Électronique, ils sont engagés une activité réparable, entre autres avec Renault et d'autres marques automobiles. Pas qu'autour des sièges, ça peut être le cockpit, etc. Tout ce que vous fabriquez chez Forcia? Tout à fait, dont la réparabilité, entre autres, des composants électroniques. Et pour la partie des activités sièges, on introduit déjà des déchets de nos productions. C'est un axe stratégique pour nous, de développement durable et de décarbonation, bien entendu, qui est l'enjeu majeur des années à venir. Et donc, ce n'est pas le futur, en fait, c'est vraiment le présent, l'économie circulaire. C'est le présent et c'est absolument indispensable pour le futur, pour le maintien de l'activité, pour le développement de la mobilité, pour atteindre ce net zéro
que tout le monde maintenant reconnaît comme étant l'objectif à partager pour 2040 ou 2050, c'est un élément absolument essentiel de la pérennité de l'activité. Thomas Riedel, vous le voyez dans votre cabinet de conseil Accenture, de plus en plus de groupes viennent vous voir pour être conseillés sur comment je fais de l'économie circulaire dans mon entreprise. Et du coup, je rebondis sur l'objectif net zéro. Parce qu'en fait, c'est bien 2050 l'objectif que tout le monde vise. Alors certains sont plus ambitieux, 2030, 2040. Ouais, rappelez d'ailleurs les objectifs Je pense que l'objectif tel qu'il a été formalisé par l'accord de Paris et qu'aujourd'hui, je dirais, beaucoup d'entreprises prennent en considération, c'est l'objectif de réduction de la température à un seuil inférieur à 1,5 degré en 2050. Ça se traduit par des objectifs qui, dans le secteur automobile typiquement, va imposer une diminution de 50% en valeur absolue des émissions de carbone à l'horizon 2050. C'est un challenge parce que si on prend la croissance de la mobilité... Et donc ça, c'est pas que passer par le moteur électrique, on est d'accord? Non. En tout cas, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Mais le passage au moteur électrique, finalement, transfère une partie de l'impact de la phase d'usage pour un moteur thermique, c'est la consommation des carburants, à la phase production et toute la chaîne d'approvisionnement matériaux, puisque ce sont des produits qui utilisent plus de matière. Et c'est là que va se jouer également l'enjeu de la neutralité carbone. Donc en même temps qu'on électrifie pour décarboner la mobilité, à l'usage, il faut travailler la décarbonation de la production, de la supply chain, la façon dont on fournit en matériaux, donc en matériaux recyclés notamment. C'est une sorte de transfert des efforts en fait. Voilà. Exactement. Je vais donner quelques chiffres, Jean-Philippe, si je peux me permettre. Aujourd'hui, une voiture, c'est 147 grammes d'émissions de carbone par kilomètre passager. D'ici 2025, là, on parle du puits à la roue, c'est ça, de la conception du véhicule dans son intégralité. J'aimerais vous expliquer comment justement ce qui va se passer dans cette transfert d'efforts à faire pour décarboner le secteur. Entre aujourd'hui et 2025, vous allez avoir l'essor des véhicules électriques, l'essor de l'hydrogène, qui fait que naturellement, ces émissions, qui sont de 147 grammes aujourd'hui, vont basculer vers 125. 2025. 2025-2030, cette fois-ci, c'est l'usage du véhicule dont on va voir les émissions diminuer. Pourquoi? Parce que le mix énergétique qui alimente les véhicules électriques, notamment, va chuter. C'est tous les efforts nationaux pour décarboner le mix énergétique. Et là, on va chuter environ à 50 grammes par kilomètre passager. Donc, cette évolution naturelle entre aujourd'hui et 2030, c'est 2/3 des émissions du véhicule qui vont disparaître. Je n'ai pas encore parlé d'économie circulaire. Ouais. Donc là, on est bien dans la décarbonation du mix, de l'usage. Et qu'est-ce qui reste en fait après? Il reste le poids des matières, le poids de la fin de vie, et c'est là où l'économie circulaire est le levier ultime pour atteindre le net zéro. Le poids des matières, c'est est-ce que je fabrique mon châssis en acier, ces genres de choses? Est-ce que je mets du cuir ou du faux, de l'alcantara qui va être plus léger? C'est tout ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Donc 80% de l'impact carbone à réduire, ce seront les composants. Et entre autres, par exemple, si on prend les modules de siège qui comportent tout un tas de composants différents, l'objectif c'est de réduire l'impact de ces composants et d'introduire des matériaux recyclés, aller jusqu'à un objectif par exemple de 40% de matériaux recyclés d'ici 2030 pour contribuer à l'impact réduction carbone comme exemple par exemple. Donc là, je vais avoir un siège demain qui va être fabriqué à partir de matières de matériaux végétaux, de déchets, de matériaux recyclés, des déchets de l'industrie par exemple. Ça existe déjà ou pas encore? Ça existe déjà, on commence par exemple dans nos mousses de siège, on va introduire 15% de matériaux biomasse et non pas issus du pétrole. C'est des végétaux du type les déchets végétaux de l'alimentaire, type de soja ou autres, qui sont récupérés et qui aujourd'hui sont incinérés, qu'on va réutiliser dans nos on aura des sièges au soja. C'est l'alternative au cuir. On a introduit un matériau alternatif au cuir à base de chanvre, matériaux naturels et matériaux très bons pour la planète, entre autres. Alors l'économie circulaire, ça veut dire changer la manière de concevoir, on le comprend. Du coup, je veux savoir si c'était une contrainte ou une opportunité pour vous? Non, mais clairement, c'est une opportunité. Ouais. C'est une opportunité. Alors,
Il y a un champ, on va dire, de contraintes, entre guillemets, réglementaires, fiscales, etc., qui se met en place, mais nous, on les considère comme finalement des opportunités, puisque ça donne de la valeur à ces innovations vertueuses qui se mettent en place, et donc, ça va donner de la compétitivité, puisqu'on considère avoir de l'avance là-dessus. Un véhicule Renault, aujourd'hui, c'est 30% de matière recyclée. Déjà. On met par exemple dans les véhicules Zoé, qui sortent aujourd'hui. Oui, qui sortent aujourd'hui. Vous parliez des sièges. Les sièges de Zoé sont faits en matériaux recyclés, les habillages aussi. Il y a 8 mètres carrés de textiles recyclés dans une Zoé. Hein, donc le cadre de contrainte qui apparaît, finalement, est quelque chose qui va ajouter de la valeur aux initiatives qu'on a prises de ce côté-là. Donc pour moi, c'est clairement une opportunité. Et puis c'est une opportunité aussi de business, parce que quand on est capable de régénérer un véhicule, c'est-à-dire de le repasser à l'usine pour remettre le véhicule en parfait état, type neuf également, on casse cette idée de la valeur résiduelle qui diminue du véhicule, on lui redonne de la valeur au client. Donc on crée de l'activité industrielle, de refurbishing, on dit de régénération du véhicule. Ça c'est bon pour nous, pour augmenter le chiffre d'affaires du groupe, et on donne de la valeur au client en faisant cela. Ça prend en compte aussi un peu la réparabilité, vous savez, pour le grand public, en tout cas, cet indice de réparabilité, est-ce que ça marche aussi pour une voiture? Absolument. Mais d'abord, le véhicule, c'est un produit qui, par essence, est réparable, heureusement. Donc, il est parfait pour l'économie circulaire, quelque part. Il a déjà été conçu avec des bons gènes, en quelque sorte. Mais il faut travailler cette réparabilité. Et puis, il faut plugger de nouveaux business, de nouvelles façons de penser, de nouvelles activités qui vont générer de la valeur. Il y a une aspiration très forte du client maintenant, un client qui est individuel ou d'une flotte qui fait du service de mobilité, à avoir un produit qu'on peut régénérer, qui peut garder sa valeur. Il y a une aversion très forte sur l'obsolescence. Il y a de plus en plus d'électronique dans le véhicule. Eh bien, il faut donner au client la capacité d'avoir son véhicule au bon niveau des prestations électroniques, par exemple, tout au long de son cycle de vie. Donc, il y a une convergence entre les demandes clients et vous, ce que vous faites en tant que constructeur. Très clairement, chez Renault, on a décidé d'arrêter la course au volume, en quelque sorte, de ne pas produire plus de véhicules, mais faire quelque part plus d'argent sur chaque véhicule vendu, c'est-à-dire en procurant des services aux consommateurs, comme par exemple étendre la durée de vie. C'est un changement de paradigme qui est absolument conséquent. Quand on traite la question de la ressource, et l'économie circulaire est là pour avoir une gestion efficiente des ressources, la première chose, c'est d'avoir une intensification de l'usage du véhicule, les services de mobilité partagés, et d'avoir une extension de la durée de vie des produits. C'est ce que l'on fait avec les véhicules ou avec les batteries, où on trouve une deuxième vie à la batterie une fois qu'elle a terminé sa vie dans le véhicule. Alors justement, j'aimerais revenir là-dessus avec vous, Jean-Philippe Hermine. Il y a deux choses. Il y a une société que vous avez conçue qui s'appelle Indra, où vous faites déjà de la déconstruction de véhicules. Je crois, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, parmi effectivement toutes ces filiales dédiées à l'économie circulaire, il y en a une qui s'appelle Indra, qu'on co-gère avec Suez, qui est un acteur du déchet. Là déjà, c'est intéressant parce qu'on s'est associé à un constructeur avec un acteur du déchet. L'économie circulaire, c'est une approche circulaire, c'est-à-dire que ça va mettre en jeu des acteurs de l'énergie, des acteurs du déchet, des acteurs automobiles. Mais concrètement, vous faites quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait dans cette société? C'est le leader français de la déconstruction automobile. C'est la prime à la casse. C'est des casses, quelque part. Dans le passé, on avait des casses qui étaient finalement des opérateurs qui ont un très gros savoir-faire pour sortir de la matière ou sortir des pièces d'occasion. Eh bien, avec Indra, on fédère un réseau de démolisseurs qui est aujourd'hui le réseau de démolisseurs qui traite le plus de véhicules en France. Les pièces deviennent quoi? Alors justement, le réseau de démolisseurs génère d'un côté des pièces qui peuvent servir à faire du réemploi, donc de la réparation. Donc qui ont pu être récupérées parce qu'elles sont en bon état sur le véhicule. Voilà, et on a des chartes de qualité et on a apporté des outils digitaux pour avoir une offre au niveau national et un système logistique pour amener ça aux réparateurs qui en ont besoin avec des temps très courts. Et puis le réseau génère également de la matière première, donc du plastique, du cuivre, des pots catalytiques. Eh bien, Renault, par ses autres filiales, va acheter cette matière, la retransforme pour la réinjecter dans nos usines. C'est ce qu'on appelle les boucles matières. Et aujourd'hui, par exemple en cuivre, on est autonome en cuivre pour alimenter nos fonderies à partir des câblages de véhicules hors d'usage qu'on extrait, qu'on affine et qu'on réinjecte dans nos fonderies. Mais on fait la même chose sur le plastique ou sur les pots catalytiques.
Ça va jusque-là aussi chez Forcia Tout à fait. Donc, j'ai signalé Forcia Clarion qui travaille sur la partie électronique. Aujourd'hui, donc en fait, vous rachetez des usines? Non, on récupère déjà des éléments et d'électronique des composants. Et on va les réparer. Que vous récupérez d'où? De voitures qui partent à la casse? Voilà, de voitures à la casse ou de voitures qui sont en panne, qui sont plus sous garantie. Okay. Pour récupérer les composants et régénérer une extension de vie, mais aussi de proposer, dans le cas en partenariat avec Renault, de proposer des solutions personnalisées plutôt que d'offrir des packages de sièges avec un équipement complet, proposer en cours de vie, selon le besoin de l'utilisateur, des solutions adaptées à l'utilisateur, comme le reconditionnement de nos téléphones portables, pouvoir offrir la solution adéquate à l'utilisateur. On dit souvent que l'économie circulaire, c'est 4 R, réduire, recycler, réparer, réutiliser. Est-ce que vous avez des exemples concrets appliqués à la mobilité dans vos entreprises sur chacun de ces 4 R? On en a de nombreux, j'aurais du mal à en 2, 3, sélectionner. Allez, 2 exemples. Alors vous dites réduire. Alors réduire, c'est très important, c'est le premier levier, être économe en ressources. Il y a 2 choses sur le réduire, c'est mettre moins de matériaux, c'est ce qu'on fait sur les batteries par exemple. On a réussi à doubler l'autonomie d'une Zoé, tout en gardant la même taille de batterie, en densifiant, en réduisant, en adoptant les chimies pour avoir moins de matériaux, cobalt, nickel, lithium, à utiliser. Donc c'est le premier levier, réduire la consommation. Alléger le véhicule, j'imagine. Alléger le véhicule, avoir des aciers de moins en moins épais, lourd, mais avec des hautes performances. Ça, c'est effectivement le premier levier. Je fais le ping-pong avec Forcia parce que là, pour réduire, si par exemple on prend l'activité siège, aujourd'hui un siège est couvert complètement, alors qu'on pourrait rendre visibles des pièces techniques, comme le métal, et réduire donc la consommation, réduire le poids, travailler bien sûr des alliages et des solutions allégées pour consommer moins de poids et favoriser aussi l'autonomie des véhicules. Est-ce qu'on réutilise vraiment aujourd'hui dans la mobilité? Alors d'abord, on réutilise des pièces de réemploi pour réparer maintenant. On a développé des systèmes pour avoir une offre de réparation avec de la pièce usagée. Ça n'a aucun sens de réparer un véhicule qui a 10 ans ou 15 ans d'âge avec un rétroviseur neuf, alors qu'on peut récupérer des rétroviseurs de réemploi. Donc c'est une offre moins chère de réparation. Et ça, il y a un réseau avec Indra, on a développé une offre avec des références, une base prix, un système de livraison, etc. Donc tous les stocks des démolisseurs dont je parlais précédemment sont digitalisés en quelque sorte, mutualisés pour offrir une offre à tous les réparateurs. Donc on a amélioré par le digital cette offre. On parle aussi beaucoup d'économie régénérative. On en parle comme le Graal. Est-ce que vous en parlez aussi chez Accenture? Est-ce que vous proposez cette solution à des groupes? Je pense que c'est déjà en route, c'est déjà lancé. Les partenaires, les écosystèmes sont là. Moi, ce que j'aimerais dire sur ce sujet de l'usine régénérative, c'est qu'elle implique une transformation de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et quand on sait qu'il faut 25 ans, une génération, pour changer une chaîne de valeur, si on veut atteindre les objectifs de 2050, ces usines régénératives qu'on voit aujourd'hui, donc je me souviens d'une usine de fait totalement exemplaire, mais il en faudrait beaucoup d'autres. Et parce que si on veut atteindre les objectifs de 2050. Et je pense que c'est là. Donc c'est maintenant, il faut que ça commence maintenant. C'est maintenant, on a quelques années pour justement mettre en mouvement ces usines, pour que l'écosystème de la chaîne de valeur se transforme, parce que quand changer les acteurs autour de la table, je pense que tout le monde est super engagé. Mais quand on va changer les fournisseurs de rang 2, 3, 4, donc les fournisseurs de Forcia, qui sont eux-mêmes fournisseurs d'autres, c'est là où il faut travailler la transformation, ça va prendre du temps, ça va prendre une génération. Chez Renault, vous avez reconverti l'usine de Flins pour la concentrer vers l'économie circulaire. Et ça, je crois que ça s'est fait en partenariat avec Movinon. Alors, d'abord, sur l'usine de Flins, c'est bien, on prend un site industriel qui produisait des véhicules et on va transformer ce site avec autant de personnes, c'est plus de 2000 personnes, et on a même une visibilité pour aller bien au-delà, jusqu'à 3000 personnes d'activités autour de l'économie circulaire, sur l'énergie, les batteries, sur la régénération des véhicules, sur les boucles matières. Donc on va développer toute cette activité. Et l'autre aspect intéressant de ce site, c'est qu'il va se faire en collaboration, en partenariat avec les acteurs de la chaîne de valeur, donc les fournisseurs sous-traitants partenaires, les acteurs du déchet, les acteurs de l'énergie. On va essayer de synergiser, on va amener des initiatives et créer de la synergie entre ces initiatives sur l'ensemble de cette chaîne. C'est ça le projet de Flins. Il y a la voiture électrique qui est là.
est-ce qu'elle est une contrainte pour l'économie circulaire ou au contraire, est-ce qu'on peut aujourd'hui déjà la concevoir dans ce nouveau système ? Alors, il faut la concevoir dans ce nouveau système pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va renforcer l'enjeu des ressources. La batterie, c'est un élément en plus avec du cobalt, du nickel, du lithium, etc. Et donc, il faut le traiter immédiatement. C'est plus important qu'un moteur thermique en termes de recyclage, de retraitement, cette batterie ? Est-ce qu'elle apporte des contraintes supplémentaires ? Elle a besoin de ressources particulières. Mais elle a plein d'avantages aussi. Ce sont des ressources qui peuvent être recyclées et relativement bien. Et c'est l'objet d'un partenariat qu'on a avec Solvay et avec Veolia pour vraiment cycler les matériaux issus d'anciennes batteries pour refaire de nouvelles batteries. Donc c'est un produit qui a un bon potentiel, une bonne capacité de recyclage. Les autorités européennes ne s'y trompent pas, qui vont nous demander de cycler cette matière et nous on s'engage en anticipation là-dessus. C'est aussi un très bon produit parce qu'il a une valeur résiduelle positive en ce sens où à la fin de sa vie dans le véhicule, il peut être utilisé en stationnaire pour une deuxième vie, pour stocker de l'énergie renouvelable en particulier, pour équilibrer le réseau électrique ou pour des applications fluviales, maritimes, etc. Et on a engagé toute une série d'initiatives dans ce sens. Donc on a des contraintes quelque part supplémentaires avec l'électrification, mais on a un produit, la batterie, qui a un très gros potentiel d'économie circulaire et qu'on essaie de mettre en œuvre immédiatement. Thomas Ruedel, cabinet de conseil Accenture, quel est le premier conseil que vous donnez à une entreprise, un grand groupe qui vient vous voir et vous demande, voilà, j'aimerais entamer des démarches pour réaliser de l'économie circulaire, recycler, réutiliser? Mon premier conseil, c'est de faire en sorte que l'économie circulaire devienne la vie au quotidien de chaque fonction d'entreprise. Si je prenais un exemple concret pour bien qu'on nous comprenne, imaginons une voiture, vous dites qu'il faut démarrer vraiment du début, donc c'est dès la conception, dès l'imagination, dès le design d'une voiture, il faut que je pense. Exactement. Je mets de l'acier, quel rétroviseur, comment cette voiture pourrait être la mieux réutilisée, recyclée? Alors, si je prends l'exemple digital, et je prends l'exemple d'un siège. Un siège, certes, il a une valeur résiduelle en termes de matériaux, mais il peut avoir aussi une valeur résiduelle en termes de confort et d'usage. Donc demain, est-ce qu'il y aura des capteurs qui permettront d'évaluer si ce siège il est encore confortable, il est encore conforme aux règles. Donc tous ces capteurs, toute cette ingénierie finalement de mesure, elle est à construire. Alors, donc du coup, c'est jusqu'à quel point il est confortable pour savoir si je peux enlever toujours encore un peu plus de matière, c'est ça? Non, tu peux le réutiliser. Ou si je peux le réutiliser, ou réutiliser certains composants. Par exemple, il y a des sièges passagers qui ne sont jamais utilisés durant la durée de vie du véhicule. Pourquoi ne pas les réutiliser? Il y a beaucoup de monoconducteurs en utilisation véhicule. Donc c'est un des exemples. Mais c'est aussi l'usage d'un siège, entre autres des pièces métalliques. On ne connaît pas aujourd'hui combien de fois le siège est manipulé et utilisé, et les cahiers des charges qui sont établis, est-ce qu'ils sont les bons ou pas selon l'usage. Donc c'est apporter vraiment des solutions différenciées, et mesurer est un point vraiment important. Thomas Ruedel. Pour revenir à l'une des premières questions que vous posiez sur l'économie circulaire, de quand ça date. En effet, ça a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, nous, prestations de conseil, voilà, quels sont les concepts d'économie circulaire, économie du partage, économie de la fonctionnalité, etc., que nos clients pouvaient envisager. Aujourd'hui, on n'en est plus tout là. Aujourd'hui, on est dans quelle fusion acquisition considérer pour accélérer l'acquisition des compétences, accélérer la mise en place d'un nouveau service pour nos clients. Donc oui, c'est parti. Maintenant, c'est du vrai business et on est dans la phase d'opérationnalisation. Et la boucle est bouclée. Merci à tous les trois d'être venus ici, donc enregistrement depuis le Movinon Summit, le sommet mondial de la mobilité durable. C'était donc Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinon. Merci à tous les trois.